extrémistes. La Côte d'Ivoire, notre pays, à l'instar des autres pays du monde, est confronté à une crise sanitaire grave liée à la pandémie à coronavirus, la COVID-19. En dépit de cette situation contraignante, le gouvernement a continué avec détermination et engagement ses activités jugées prioritaires pour le développement et le renforcement du bien-être des populations sur l'ensemble du territoire national, conformément à la vision et aux engagements du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ce bien-être, comme vous pouvez l'imaginer, inclut entre autres une bonne prise en charge sanitaire et une amélioration progressive des situations économiques, sociales et humanitaires des concitoyens. La conférence du porte-parole de ce jour, la première du format bimensuel qui va s'alterner avec le compte-rendu du Conseil des ministres, a pour objectif de présenter à la presse la situation de la gestion de la pandémie à coronavirus COVID-19 en Côte d'Ivoire. Ce n'est un secret pour personne. Le nombre de cas de contamination à la COVID-19 est en nette augmentation depuis le 20 décembre 2020, variant entre 100 et 250 cas par jour, avec un pic ayant atteint 564 cas positifs le vendredi 22 janvier 2021. À la même date du 22 janvier, notre pays comptait 1490 cas actifs, alors qu'au 2 décembre 2020, le pays n'en comptait que 219. Cette situation est préoccupante et invite les différentes couches socio-professionnelles à prendre la pleine mesure du danger qui nous guette, à savoir l'évolution épidémiologique de la pandémie. Et ce, afin de contribuer à l'inflexion de la courbe de contamination. Mesdames et messieurs, quel est l'état des lieux des efforts déployés par l'État dans le cadre de la riposte nationale contre la pandémie à COVID-19 depuis sa survenue le 11 mars 2020 et quelles sont les actions dirigeantes qu'impose la reprise épidémique actuelle de la maladie? Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de contamination. À la date du 22 janvier 2021, la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus se présente comme suit. 26 315 cas de contamination confirmés, 24 356 guéris, soit un taux de 93,4%, 143 décès cumulés représentant un taux de létalité de 0,56% et 1816 cas actifs. Le 2 décembre 2020, les taux étaient relativement bas avec 21 361 cas de contamination, 21 010 cas de guéris, 219 cas actifs et 132 décès. Sur la période du 20 décembre 2020 au 22 janvier 2021, 4 653 cas nouveaux positifs ont été enregistrés dans le pays, dont 360 cas sur la période du 20 au 29 décembre, 1232 cas sur la période du 30 décembre au 8 janvier et 2050 cas sur la période du 9 au 18 janvier 2021. Sur la seule période du 19 au 22 janvier 2021, ce sont 1011 cas positifs enregistrés, c'est-à-dire 79 cas le 19 janvier, 214 cas le 20 janvier, 154 cas le 21 janvier et 564 cas le 22 janvier. Mesdames et messieurs, quelles sont les principales causes et les caractéristiques de ce qu'on peut clairement qualifier comme une reprise épidémiologique de la crise de la COVID-19 en Côte d'Ivoire? Selon les premières analyses des services de santé, cette flambée épidémique touche des jeunes de moins de 35 ans qui fréquentent les boîtes de nuit, les bars et événements culturels et artistiques, sans observance des mesures barrières, notamment le port du masque,
la distanciation sociale et le lavage des mains. Ces analyses révèlent également que les transmissions de la COVID-19 se font de plus en plus dans les cellules familiales et dans les communautés. Au regard de cette relative évolution du nombre de cas positifs de COVID-19, le Conseil national de sécurité, tenu le 20 janvier dernier, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris des mesures urgentes afin de maîtriser et juguler cette augmentation. Il s'agit de l'intensification du contrôle de l'obligation du port de masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés et tous les espaces publics. La stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières. La révision du délai de validité du test COVID-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe de 7 jours à 5 jours. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national du 21 janvier au 28 février 2021. Par ailleurs, le président de la République a donné des instructions à l'effet d'accélérer le processus d'acquisition des vaccins. Il convient ici de rappeler que dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement s'est engagé à offrir aux populations cibles des vaccins COVID-19 dès ce premier trimestre 2021. Les deux voies d'acquisition des vaccins ont été retenues. Il s'agit des gratuits via le dispositif COVAX et l'Union africaine et les payants sur le marché mondial. Le processus d'acquisition gratuit et onéreux est enclenché. Ainsi, depuis la constatation de la reprise épidémique de la pandémie, notamment à la date du 15 janvier 2021, le gouvernement a fait une requête afin de bénéficier gratuitement de 100 000 doses de vaccins Pfizer BioNTech produits aux États-Unis, l'un des 5 vaccins les plus aboutis à ce jour. Les autres vaccins, à titre d'information, sont Moderna, AstraZeneca, Sputnik et Sinopharm, ainsi que Covaxin de l'Inde. Cette première commande, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX, dont vont bénéficier les Ivoiriens et près de 92 pays dans le monde, sera livrée en février prochain. Le début de la vaccination contre la COVID-19 devrait donc débuter au mois de février. L'initiative COVAX permettra à la Côte d'Ivoire de bénéficier gratuitement de 10 millions de doses de Pfizer pour la vaccination de 5 millions de personnes, soit 20% de la population. La réception se fera en 3 phases, 100 000 doses en février 2021, 9 millions de doses de mi-avril 2021 en 2 vagues, c'est-à-dire 1 500 000 doses, puis 8 500 000 doses. Outre cette requête d'obtention gratuite de vaccins Pfizer, l'Union africaine a acquis 270 millions de vaccins Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson pour ces pays membres qui seront disponibles entre avril et juin 2021. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire s'est engagée également, comme je l'ai indiqué tantôt, dans un processus d'acquisition de vaccins payants sur le marché mondial pour prémunir environ 50% de sa population contre la COVID-19. Les choix de ces vaccins sont soumis à 3 critères auxquels le gouvernement tient particulièrement: l'efficacité, la disponibilité de la chaîne de froid pour la conservation du vaccin et le prix. Sur cette base, outre Pfizer, que la Côte d'Ivoire a obtenu à titre gracieux dans le cadre de l'initiative COVAX, notre pays va acquérir 3 autres vaccins payants, c'est-à-dire Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca. Pour ces 3 vaccins, le pays dispose déjà des moyens de conservation et de gestion. Ceci à travers les dispositifs classiques de chaîne de froid à température positive variant entre 2 et 8 degrés Celsius logés à la direction centrale
des programmes de vaccination et à l'INHP. C'est seulement pour le vaccin Pfizer que l'acquisition du chêne de foie pouvant conserver à moins 70 degrés Celsius s'impose. À ce niveau, le partenariat avec les agences internationales vont appuyer la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la COVID-19 est une pandémie qui impacte depuis décembre 2019 le monde entier. Elle déconstruit les économies, elle déconstruit des économies, elle provoque d'importantes pertes en vie humaine, occasionne de lourdes pertes des investissements et impose de nouvelles priorités et exigences. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'y échappe pas. Ainsi, depuis l'avènement de cette crise sanitaire, le gouvernement ivoirien a déployé d'importants investissements pour une riposte efficace d'un coût de 95,88 milliards de francs CFA afin d'en limiter les conséquences au plan sanitaire, économique, social et humanitaire. En outre, le gouvernement a mis en œuvre un plan de soutien économique, social et humanitaire. Les différentes actions ont permis d'assurer une bonne prise en main et en charge des cas de contamination de la COVID-19. En effet, des infrastructures ont été réalisées ou aménagées pour le confinement et la prise en charge des cas positifs confinés dans 3 structures, que ce soit Vitib Hôtel à Grand Bassam, INGS Makori ou l'hôtel Ibis Makori. Ces 3 sites peuvent accueillir globalement 103 patients. À cela s'ajoute le service des maladies infectieuses et tropicales, le SMIT, des CHU de Yopougon, Cocody et Boaké, dont les capacités techniques et opérationnelles ont été renforcées pour l'hospitalisation ou la réanimation des malades atteints de la COVID-19. En outre, 17 sites d'accueil et de dépistage gratuits ont été construits en 2020, dont 6 à Abidjan et 11 à l'intérieur du pays. Rappelons qu'Abidjan reste l'épicentre de la pandémie avec plus de 95% des cas positifs de la COVID-19 en 2020. En termes de capacité totale de prise en charge médicale, la Côte d'Ivoire compte 6 centres de prise en charge dans le district d'Abidjan qui totalisent 619 lits d'hospitalisation et 70 lits de réanimation. À l'intérieur du pays, les 11 centres de prise en charge basés dans les CHR cumulent 406 lits d'hospitalisation et 100 lits de réanimation qui seront mobilisés en cas de nécessité. Au plan économique, social et humanitaire, des efforts considérables ont été consentis par l'État pour maintenir l'outil productif, mais également pour réduire l'impact social et humanitaire de la pandémie. Ainsi, d'importants fonds de soutien d'un montant de 250 milliards de francs CFA ont été mis en place et il s'agit du fonds de soutien aux grandes entreprises doté de 140 milliards de francs CFA, du fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises doté de 40 milliards de francs CFA, du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel doté de 20 milliards de francs CFA, du fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire doté de 50 milliards de francs CFA. En dépit des contraintes budgétaires exacerbées par la crise de Covid-19, des décaissements effectifs ont été opérés en faveur des bénéficiaires en 2020. Ils s'élèvent respectivement à 23,579 milliards pour les grandes entreprises, 25,55 milliards au profit des PME, 17,26 milliards au profit des acteurs du secteur informel et 38,536 milliards au profit des personnes vulnérables sous forme de transferts monétaires, de soutien financier ou de prise en charge. Pour 2021, des dotations budgétaires sont prévues au titre de ces fonds pour atteindre l'objectif initial du gouvernement. Et nous aurons ainsi 110 milliards de francs CFA pour les PME et grandes entreprises confondues, 30 milliards pour les acteurs du secteur informel et 40 milliards au titre de la solidarité et du soutien humanitaire. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son gouvernement sont engagés de façon résolue dans la lutte contre la COVID-19 en gérant du mieux que possible cette crise sanitaire mondiale.
La détermination qui a prévalu en 2020 va se poursuivre pour contenir par une bonne prise en charge des cas positifs de cette vague de maladies que nous vivons depuis quelques semaines. Les différents résultats obtenus en 2020 montrent une fois de plus la ferme détermination du gouvernement à travailler sans relâche pour faire avancer le pays et assurer le bien-être de nos concitoyens. C'est donc sur ces mots que je voudrais clore mon propos introductif, tout en vous remerciant de votre aimable attention et me rendant disponible pour vos différentes questions. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Nous passons donc à la deuxième phase de cette rencontre, à savoir des échanges directs entre le ministre et les journalistes que vous consultiez, ainsi que les experts qui sont là. Il a cité M. Tano Kwaku-Bruno, qui est conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances, en charge de la gestion des fonds Covid, et le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Simba. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une série de 3 questions que nous allons vous laisser poser. Vous vous présenterez, vous direz le nom de votre organe et vous poserez de façon concise votre question ou vos questions. Je vous laisse là. Des mesures véritablement, je peux dire, draconiennes, peut-être sur le plan pécunier, si un Ivoirien, par exemple, ne porte pas de masque, il a une contravention à payer, ou bien il y a une punition, en tout cas, des choses qui peuvent amener véritablement l'Ivoirien à prendre conscience, quand bien ils sont informés, de l'existence de cette maladie et puis de la gravité de cette maladie. Est-ce que le gouvernement a pensé un peu à ce côté-là? Merci. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Koné Danormo, journaliste du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. J'ai 2 questions. Alors, le dernier Conseil national de sécurité tenu en date du jeudi 21 janvier 2021 a décrété l'état d'urgence sanitaire. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire et qui implique la décrétion de cet état d'urgence. Merci. Bonjour Monsieur le ministre. Monsieur le Touré, quotidien Le Patriote. J'ai 2 ou 3 questions, mais je vais revenir rapidement sur les questions de mes confrères. Les Ivoiriens s'attendaient, suite à la communication du ministre de la Santé, à ce que le dernier Conseil de sécurité puisse prendre des mesures d'abord, comme l'a dit. Est-ce que, Monsieur le ministre, les Ivoiriens vont retourner dans l'isolement d'Abidjan avec toutes les mesures qu'on a connues en juillet dernier? La deuxième question, Monsieur le ministre, le Conseil national de sécurité a décidé également de l'implication forte des forces de défense et de sécurité concernant le respect des mesures barrières. Comme l'a dit le frère et notre frère, quels moyens disposent nos forces de défense et de sécurité? Est-ce comme
en RDC, il y aura eu une amende de 25 000 à 200 000 francs, ceux qui ne peuvent pas le masque. Quels seront vraiment les moyens contraignants que nos forces de l'ordre auront pour faire barrage à cette maladie? Autre question, monsieur le ministre, c'est concernant la distribution des vaccins. Vous avez dit à partir de février, nous aurons des vaccins. Peut-on savoir quelle sera la chaîne de distribution? Quelles seront les cibles prioritaires? Vous avez dit également que l'État de Côte d'Ivoire a fait le choix de l'achat, mais vous n'avez pas donné la date à laquelle les choix de l'État de Côte d'Ivoire doivent venir. Et monsieur le ministre, il y a deux sujets dont vous n'avez pas parlé concernant le Covid. La question des résultats tardifs donnés par nos services, notamment les désagréments qui s'imposent à l'aéroport. Qu'en est-il? Et est-ce que le gouvernement déjà pense à la nouvelle variante qui est déjà à nos portes, qui est en Afrique du Sud? Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Trois questions. Trois questions à plusieurs fonctionnaires. Merci, monsieur le ministre. Que je passerai la parole aux experts qui sont avec nous pour aller un peu plus dans le détail des éléments de réponse que je vais partager. Je crois que c'est le confrère d'Abidjan 24 qui a le premier posé la question relativement au fait que le mercure est en train de virer au rouge. Est-ce qu'on ne devrait pas s'alarmer et s'inquiéter relativement aux mesures draconiennes qui devraient être prises? Je pense qu'en matière épidémiologique, on ne prend jamais suffisamment de précautions à alerter tout le monde. C'est très important que les uns et les autres soient alertés sur la dangerosité de cette maladie. Et il y va de la vie des individus. Et pour nous, un mort est un mort de trop, du point de vue du gouvernement. Et donc, à cet effet, tant que nous pouvons sensibiliser nos concitoyens sur la gravité de cette maladie, sur le fait qu'il faut qu'ils prennent chacun les dispositions pour éviter sa propagation, en se protégeant et en protégeant les autres, ce sera une mission réussie à sauver une vie déjà suffisamment pour nous. C'est ça qui est l'important, c'est ça qui est l'intérêt. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous brandissons le chiffon rouge. Hein. Depuis le début de la survenue de cette maladie, nous ne faisons qu'alerter les Ivoiriens sur les précautions à prendre, les masques à porter, les mesures barrières à respecter, le lavage des mains, etc. Il faut le faire constamment. C'est extrêmement important. On parle de mesures draconiennes. Nous souhaiterions ne pas arriver à la prise de ces mesures draconiennes dans la mesure où nous espérons, nous comptons sur la responsabilité, sur l'esprit de responsabilité des Ivoiriens, du fait de leur sensibilisation permanente et continue par le ministère de la Santé. Et il est important que les uns et les autres sachent qu'il y va de leur vie. Donc, pour le moment, les mesures sont conservatoires, mais d'ailleurs, l'état d'urgence dont on a parlé tantôt nous permettra, en son temps en tout cas, l'État de Côte d'Ivoire à prendre des dispositions beaucoup plus contraignantes dans le cas où on sentira une certaine flambée constatée. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie le mot état d'urgence, parce que pour prendre des mesures spécifiques qui peuvent amener à des restrictions de certaines libertés de circulation, il faut qu'il y ait un dispositif juridique particulier. Et ce dispositif juridique particulier, c'est ce qu'on appelle l'état d'urgence, qui permet qu'on n'aille pas jusqu'à la prise de décret, mais par simple initiative du ministre opérationnel dans le cadre de l'état d'urgence, c'est-à-dire le ministre de la Sécurité, et bien sûr les ministres techniques complémentaires, en l'occurrence ici le ministre de la Santé. Des décisions peuvent être prises dans le sens de la préservation de la santé des Ivoiriens. Donc c'est pour faciliter la prise de ces différentes initiatives que l'état d'urgence a été prise
Et pour pouvoir rester conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, l'état d'urgence ne peut pas excéder un certain délai, puisque, et cela doit être répété, révisé régulièrement pour permettre que ce pouvoir exceptionnel ne soit pas exagérément utilisé. C'est un dispositif réglementaire, juridique normal. Il faut l'entendre ainsi. Bien sûr, ça m'a permis de répondre à la question sur l'isolement. Peut-être que nous arriverons à l'isolement si c'est nécessaire, mais la dernière décision du Conseil national de sécurité n'a pas encore pris cette option. Donc, mais l'option reste ouverte dans la mesure où nous sommes dans le cadre de l'état d'urgence, et chaque fois que la nécessité se fera sentir, sur les recommandations du comité des experts sanitaires, le Conseil de sécurité le Conseil national de sécurité prendra les décisions idoines. Relativement à la chaîne de distribution du vaccin, je laisserai le professeur Samba répondre. Sur la question de l'achat, à date d'arrivée des vaccins qui ont été achetés, le professeur Samba va nous donner quelques éléments de réponse, et de même que les résultats. Donc voici en introduction ce que je pourrais dire, et je laisserai la parole bien sûr au conseiller technique à Tano si nécessaire, et puis au professeur Samba sur certains éléments de réponse. Vous pouvez leur passer le micro s'il vous plaît. Bon. Amenez leur chaise ici, s'il vous plaît. Désolé de changer le dispositif. Voilà, vous venez de part et d'autre, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et surtout pour la prise de vue. Là. Attention. Ça va aller? Voilà, ici on va juste placer. Ici, il va s'asseoir là. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais à mon tour vous saluer et vous présenter, souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021, en espérant que ce virus partira de notre pays. Pour les questions, Monsieur le ministre a répondu à la grande majorité des questions de manière très satisfaisante. Moi, je vais, comme il me l'a donné la parole, pour les aspects de vaccination au résultat tardif et de variants. Je vais commencer par le dernier point qui est les variants. C'est vrai, actuellement, le variant sud-africain, variant britannique et le variant brésilien sont très à la mode. Nous allons ici en Côte d'Ivoire, avec l'aide de l'Institut Pasteur, séquencer nos échantillons pour voir dans quelle mesure on a un variant en Côte d'Ivoire. Et le séquençage a commencé à Abidjan depuis environ 3 à 4 jours. Nous aurons les résultats des premiers séquençages dans environ une dizaine de jours. Donc, à la fin du mois, on pourra vous dire si nous avons en Côte d'Ivoire des variants, si oui, lesquels. Concernant les vaccins, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a une très grande habitude de la vaccination. Nous avons des équipes qui sont compétentes et formées et qui font de la vaccination à la fois en routine et aussi en stratégie avancée. On a le programme élargi de vaccination qui fait très régulièrement des campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Donc, ils sont outillés à faire ce type de campagne.
Donc, pour cette campagne contre la COVID-19, nous allons avoir ce réseau qui est formé à la fois de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, et aussi de la direction de coordination du programme élargi de vaccination. C'est sur ce réseau que nous allons nous appuyer pour pouvoir faire. Et dans nos régions, nous allons nous appuyer sur les directeurs régionaux et les directeurs départementaux. L'achat des vaccins. Je pense que nous avons prévu, comme l'a dit M. le ministre, il y a deux voies. La voie des vaccins remis gratuitement via le mécanisme COVAX, et aussi la Côte d'Ivoire a fait le choix d'acheter ses propres vaccins sur le marché mondial. Ces commandes sont à l'étude, à la phase de validation au niveau du CNS. À partir de ce moment, on pourra lancer le marché. Mais je voudrais vous rassurer, nous avons prévu, le CNS a prévu 200 000 doses pour l'achat et nous allons recevoir les 100 000 doses de COVAX. Les cibles prioritaires sont, premièrement, les personnels qui sont en première ligne, c'est-à-dire le personnel de santé. Ensuite, les forces de défense et de sécurité. Suivront également les personnes ayant des comorbidités, qui sont des pathologies. Ensuite, on a les enseignants. C'est toutes ces personnes-là qu'on pourra vacciner, et après on va vacciner les plus de 50 ans. Donc voici un peu, mais les premières cibles sont effectivement le personnel de santé et les FDS qui sont vraiment en première ligne dans cette pathologie. Concernant les résultats tardifs au niveau de l'aéroport, c'est vrai que ces 2 derniers jours, on a eu, ces dernières semaines, on a eu des événements un peu désagréables au niveau de l'aéroport. Ceci est dû peut-être à une mauvaise compréhension et interprétation de nos compatriotes. Il faudrait dire que pour les tests, il n'y a pas autant de retard que ça dans les textes. Je voudrais vous dire que l'aéroport d'Abidjan fait en moyenne 2000 passagers par jour. Et les 2000 passagers, beaucoup voyagent. C'est-à-dire qu'ils ont leur test. Il se peut, ça peut arriver, que certains n'aient pas leur test, mais ce n'est pas la majorité. Aussi, pour expliquer cela, nous avons plusieurs hypothèses. Certains de nos compatriotes font leur test le matin et veulent voyager l'après-midi. Il faut qu'on puisse leur expliquer que le test, c'est 48 heures, 72 heures. À partir de ce moment, tout voyageur doit prendre cette disposition pour se faire tester au moins 48 heures avant son voyage. C'est seulement à ce prix-là qu'on pourra être sûr que tous ceux qui ont fait ça pendant 2 jours avant auront leur test. Si vous faites le test, on n'aura pas les résultats en 24 heures. Même si aujourd'hui, nos dispositifs actuellement permettent d'avoir des résultats rapidement. Mais cela dit, il faudrait que nous respections déjà ces délais pour permettre aux voyageurs de voyager plus sereinement. Donc, nous, le message qu'on fait passer, c'est de dire aux voyageurs, allez, après votre enregistrement sur le site des voyageurs, il faudrait aller vous faire prélever 2 jours avant votre voyage. Ensuite, vous pourrez voyager en toute tranquillité. Monsieur le ministre, je pense que j'ai répondu aux questions qui ont été posées. Si toutefois j'ai oublié une question, je pourrais éventuellement revenir dessus. On va passer le micro à... Oui, s'il vous plaît, vous pouvez... Merci beaucoup. Dans vos éléments de réponse, apporter la réponse à toutes les questions qui ont été posées. Mais je voudrais juste insister
à côté de tout ce qui est comme effort sanitaire, les efforts qui ont été faits par le gouvernement et que le gouvernement continue de faire pour pouvoir prendre en charge la crise du point de vue économique et social, et même humanitaire. À cet effet, comme vous l'aviez indiqué, monsieur le ministre, tout à l'heure, je voudrais rappeler que lorsque la crise a éclaté, le gouvernement a mis en place un plan de soutien économique, social et humanitaire. Et ce plan de 1700 milliards avait plusieurs composantes. Une première composante qui consistait à soutenir un peu l'économie dans son ensemble, l'appareil productif de l'économie. Une deuxième composante qui visait à soutenir un peu les entreprises, à faire face à tout ce qui est comme besoin de trésorerie. Et puis une dernière composante qui visait à soutenir les populations. Donc, en fin décembre, nous avons fait un peu le bilan de tout ce qui est comme effort que le gouvernement a fait. Et ce bilan-là nous a permis de relever qu'en termes de soutien social aux populations, on a autour de 194 245 ménages vulnérables qui ont pu bénéficier des transferts monétaires directs à raison de 75 000 francs par ménage pour leur permettre en fait de faire face à leurs besoins. Ça s'entend ménages vulnérables, toutes les catégories de population qui sont dans l'extrême pauvreté. Donc ça, le gouvernement a apporté ce soutien-là pour pouvoir aider ces populations. Deuxième type d'appui que le gouvernement a pu apporter a concerné 18 909 personnes qui ont été mises au chômage du fait de la crise. Et la cible à cet effet du gouvernement était autour de 20 000, la cible des personnes qui avaient été identifiées autour de 20 706. Donc ça s'entend qu'on a fait d'importants efforts qui ont permis aujourd'hui de ressortir avec un taux de prise en charge de ces personnes qui ont été mises en chômage technique d'environ 91%. Et à côté de ça, il y a tout le dispositif qui vise à aider les entreprises. Et comme l'a rappelé tout à l'heure, monsieur le ministre, on a pu aider environ 590 PME pour un montant de 25,5 milliards de francs CFA. Et en plus de ça, il y a aussi le fonds de garantie des PME qui existe. Et ce fonds-là a été abondé à hauteur de 10 milliards, ce qui permet un peu de soutenir tout ce qui est comme prêts bancaires, de pouvoir les garantir, les prêts bancaires, que les PME sollicitent auprès des banques de la place. Et l'autre dispositif qu'on a mis en place aussi, c'est à concerner 91 grandes entreprises. On entend par grandes entreprises des entreprises dont le chiffre d'affaires va au-delà de 100 milliards. Donc vous allez noter qu'à ce niveau, le chiffre est relativement moins important. C'est dû au fait que ces entreprises qui ont un chiffre d'affaires au-delà de 100 milliards ont des dispositifs internes qui leur permettent en fait de pouvoir elles-mêmes faire face à leurs besoins. Donc c'était rapidement tout ce qui est comme dispositions qui ont été mises en place. Et enfin, on a aussi un programme d'urgence agricole qu'on a mis en place pour soutenir toutes les filières agricoles qui ont été impactées. Donc ce programme d'urgence agricole pour l'année 2020, c'est 50 milliards de francs CFA qui ont été en fait déboursés autour de ce programme, hormis la contribution des partenaires qui était attendue autour de 30 milliards. Donc c'est dit que la réponse du gouvernement est totale, elle couvre pratiquement toutes les composantes et tous les aspects de la réponse. À côté du volet sanitaire, on a aussi tout ce qui est comme dispositif économique pour pouvoir permettre à la fin de soutenir notre économie. Et comme résultat d'ailleurs, de manière générale, quand on prend un peu toutes les économies de la sous-région, la plupart des économies sont rentrées en récession. Mais tout ce dispositif que le gouvernement a mis en place ont permis à la Côte d'Ivoire de ressortir avec un taux de croissance positif en 2020. Donc c'est dit que le dispositif est efficace et que ça marche. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Nous allons laisser la parole à monsieur le ministre éventuellement dans les éléments avant de passer à la deuxième série de questions. Écoutez, on va prendre la deuxième série de questions avant que je... Alors, la deuxième série de questions. Oui, Monsieur du Patriote, le micro.
tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il y a 194 245 ménages qui ont bénéficié des soins. Je veux juste savoir, c'est un soutien ponctuel ou mensuel? D'abord, je veux savoir. Aussi, vous avez parlé de 8 909 personnes au chômage, dont 91 personnes qui étaient prises en charge. À quoi a consisté exactement cette prise en charge des 91%? Et puis vous parlez de 50 milliards pour le plan d'urgence agricole. Je veux comprendre. Et qu'est-ce qui est prévu pour 2021? Merci. Ok, je note que aussi bien les propos liminaires que les réponses qui ont été déjà apportées sont tellement claires que Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, en ce qui concerne le soutien aux ménages vulnérables, il s'agit en fait d'un soutien mensuel qui est sur 3 mois. Donc, en raison de 25 000 francs par mois sur 3 mois, ce qui fait les 75 000 francs qui sont prévus pour les ménages vulnérables. Mais ce qui est fait, c'est que une fois que les listes sont en fait produites par les collectivités décentralisées dans les villes. Donc une fois que la liste arrive, automatiquement, une fois qu'elle est validée par les comités de gestion, parce que je rappelle que les fonds sont gérés par des comités de gestion, par d'abord le secrétaire exécutif qui met en l'état et puis ensuite validé par les comités de gestion. Une fois que c'est validé et accepté, automatiquement c'est mis en paiement. Ce qui avait été fait, c'est que ces transferts monétaires avaient débuté dès mai. Alors, si on se rappelle, le gouvernement avait en son temps décrété un couvre-feu d'avril à juin, sur 3 mois, si je ne me trompe pas. Alors, donc, pendant cette période-là, c'était mensualisé. Donc, à la fin de la période, toutes les personnes qui avaient été retenues, comme les 3 mois étaient écoulés, systématiquement recevaient la totalité du montant, c'est-à-dire les 115 000 francs. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui reçoivent ces 75 000 francs de façon ponctuelle, les transferts monétaires. Alors, pour ce qui concerne les chômeurs, ce qui a été fait, c'est que le gouvernement, le Conseil national de sécurité avait adopté au cours de l'une de ses sessions une catégorisation en fait de prise en charge des personnes mises au chômage. Donc, cette catégorisation prévoyait en fait par grade que vous soyez technicien, que vous soyez un cadre moyen ou un cadre supérieur, il y avait des montants forfaitaires qui avaient été prévus. Et donc, c'est sur cette base-là que nous apportons les soutiens financiers aux personnes en fait mises au chômage. Et la mise au chômage doit être attestée naturellement par une attestation de mise au chômage signée par l'employeur et ensuite qui est revérifiée par le comité de gestion du Fonds de solidarité. Et une fois que toutes les vérifications nécessaires sont faites et que c'est effectivement confirmé que la personne a été mise au chômage du fait de la Covid, systématiquement la personne bénéficie en fait de l'appui en question. Et puis enfin, pour ce qui est du soutien agricole, il y a un programme spécial qui a été mis en place. Ce programme-là regarde par filière le besoin apporté. Si vous prenez une filière comme la filière NACAD, l'appui a consisté, parce que le gouvernement a garanti un prix aux producteurs. Donc l'appui a consisté à maintenir effectivement ce prix garanti. Parce que quand la crise a éclaté, les prix au niveau international ont chuté. Donc, pour pouvoir conserver les prix garantis par le gouvernement, il fallait subventionner, en fait, entre le prix réel à l'international qui est garanti et puis le prix garanti. Le prix à l'international est le prix garanti. Donc, comme les prix à l'international chutent et que nous, on a pris un engagement de payer un prix garanti aux producteurs, alors le différentiel est subventionné par le fonds. C'est ce qui permet, en fait, d'avoir une fine, de garantir une fine aux producteurs le prix que le gouvernement même s'est donné comme prix garanti. Donc c'est ce type de soutien qui ont été apportés en fait au secteur agricole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons, étant donné qu'il n'y a pas eu d'autres questions, le micro va se déplacer vers M. le ministre pour la conclusion de la conférence.
presse ont posé des questions pertinentes, des questions qui, en une seule, avaient plusieurs volets. Donc, je vous laisse votre président la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller Goré. En fait, mon intervention va pour conclure, voudra essayer de revenir un tout petit peu sur les efforts fournis par l'État de Côte d'Ivoire. Juste à titre de résumé, vous vous souviendrez que dès la survenue de la crise, et d'ailleurs même avant la survenue de la crise du premier cas en Côte d'Ivoire, déjà le ministère de la Santé avait pris des initiatives assez vigoureuses parce que voyant un peu le déroulement de cette pandémie telle que ça commençait à s'étendre sur toute l'étendue de la planète. Et très vite, l'État de Côte d'Ivoire, la première initiative a été de mettre en place le plan d'urgence sanitaire d'un montant de 95 milliards de francs CFA dont j'ai parlé. Et je crois que si ma mémoire est bonne, ce plan d'urgence sanitaire s'appuyait sur 3 pieds pour l'essentiel. Je crois que c'est dépister, isoler et traiter, si ma mémoire est bonne. Et donc, ce dispositif, il faut le relever, a fortement bien fonctionné, dans la mesure où, de façon très bien articulée, les centres de prise en charge ont été déployés, le dispositif de dépistage a été bien réfléchi et le traitement a suivi. Et nos différents dispositifs ne sont aucunement, sollicités à excès, mais sollicités de façon pondérée, de sorte à ce que les prises en charge se font correctement. Et d'ailleurs, nous en avons pour preuve le taux de létalité qui se situe à 0,56%. Donc, c'est-à-dire que le plan de riposte sanitaire, il fonctionne très bien. Même si les 0,56%, certes, nous en satisfaisons, mais nous pensons que c'est un peu de trop, parce qu'un mort pour nous est un mort de trop. Donc, il nous faut faire davantage pour éviter des morts et que nous soyons véritablement à 0% de taux de décès. L'autre aspect que le gouvernement a intégré très rapidement, c'était que cette crise ne pouvait pas avoir que des aspects sanitaires. Il y avait l'impact au niveau économique, l'impact au niveau humanitaire aussi qu'il fallait gérer. C'est à cet effet que a été développé différents plans de riposte à ce niveau pour un montant d'environ 1700 milliards de francs CFA. Et ces différents fonds qui ont été mis en place doivent adresser le secteur informel, cela a été dit, le secteur formel à travers les PME et les grandes entreprises, mais aussi les couches vulnérables de notre société. Et le conseiller du ministère de l'Économie et des Finances l'a suffisamment bien relevé. Les personnes qui se sont retrouvées au chômage du fait de cette crise sanitaire ont reçu des accompagnements de l'État de Côte d'Ivoire. Les personnes vulnérables qui, dans le cadre d'un processus précédent qui était les filets sociaux, ont continué à recevoir leurs bonifications et l'assiette de traitement de ces personnes a été élargie aux personnes impactées directement par la crise sanitaire. C'est pour ça que nous les qualifions de façon générale les personnes vulnérables. Ce sont les enfants en situation de rue que nous savons très, très impactés directement par cette crise, ainsi de suite. Donc tout cela a été pris en charge pour un montant budgétisé à l'INSEAD de 1700 milliards de francs CFA. Mais pour l'année 2020, ce sont 140 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés et mis à la disposition des différents fonds et distribués. Pour l'année 2021, le gouvernement compte mobiliser près de 200 milliards de francs CFA, tout cela dans le cadre de cette cagnotte globale de 1700 milliards de francs CFA. Donc, des efforts considérables sont faits. Le plan de riposte, que ce soit sanitaire, économique et humanitaire, ivoirien, fonctionne très bien. Mais pour que cela continue et que cela dure, il faut véritablement que les Ivoiriens respectent les mesures édictées par le ministère de la Santé et respectent les mesures barrières. Donc nous sommes tous individuellement responsables de la santé de nos proches.
nous sommes tous individuellement et collectivement responsables de la santé des autres. Donc, protégeons-nous, c'est vrai, mais protégeons aussi les autres. C'est très important. C'est la substance du message que nous avons voulu passer au nom du gouvernement à l'attention de nos concitoyens ivoiriens pour qu'ils sachent que nous assistons à une flambée épidémiologique. Il ne faut pas que cette flambée devienne, créer une situation incontrôlable. Donc, sensibilisons autour de nous, respectons les mesures barrières, lavons-nous les mains, respectons la distanciation sociale et tout ira bien. Tout est sous contrôle, le gouvernement est à la tâche. C'est ce que je voulais dire pour conclure. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur Tayo. Merci à monsieur le professeur Samba. Merci aux journalistes. Merci, Quentin. Merci beaucoup. Merci.